Allez, on remonte le temps. Imaginez un peu, nous sommes en 1834. Il n'y a pas de pharmacie au coin de la rue, pas de médecin disponible immédiatement. Alors comment on se soignait? On va ouvrir ensemble une armoire à pharmacie du 19e siècle et vous allez voir, elle est pleine de secrets. À cette époque, la santé, c'était avant tout une affaire de famille, un savoir qui se transmettait de génération en génération. Les remèdes n'étaient pas sur une ordonnance, non, ils étaient plutôt chuchotés de mère en fille comme un héritage précieux. Et cette citation, elle résume parfaitement la situation. Il n'y a pas si longtemps, les gens devaient se débrouiller seuls. C'est fou de se dire ça aujourd'hui. On va donc explorer ensemble une collection de remèdes qui date de 1834. Et franchement, certains ingrédients ont des noms qui sont de vraies énigmes. On commence tout de suite avec une première enquête. Il s'agit d'un sirop contre la grippe qui contient un ingrédient au nom, disons-le, complètement déroutant. Alors voilà la recette en question. Une authentique de 1834, le sirop de racine d'angélique pour la grippe. Dans les ingrédients, on trouve de la racine d'angélique, de l'eau, et puis, listé comme une alternative au miel, un truc appelé le liquide Narbonne. Et là, c'est le cœur de notre mystère. Le liquide Narbonne, qu'est-ce que ça peut bien être? Ce nom, aujourd'hui, il ne nous dit absolument rien. Bon, il est temps de mener l'enquête. Pour percer le secret de ce fameux liquide Narbonne, il va falloir se transformer en une sorte de détective de l'histoire. Et voilà la solution. En fait, derrière ce nom un peu étrange, le liquide Narbonne n'était rien d'autre qu'un ancien nom pour le miel de Narbonne. Un miel très célèbre du sud de la France, qu'on appelle aussi miel de romarin. Mystère résolu. Et attention, ce miel a une histoire assez incroyable. L'apiculture dans la région, ça remonterait carrément aux Romains. Au XIIe siècle, on disait que c'était le meilleur miel du monde, exporté jusqu'en Égypte. Et en 1770, on a officiellement fait le lien entre son goût si particulier et le romarin. On comprend mieux, ce n'était pas du tout un ingrédient obscur, c'était un produit de luxe connu dans toute l'Europe. Pour se faire une idée de son goût, il suffit de lire cette description de 1840. On pourrait s'imaginer manger un bouquet. Sa saveur est totalement différente. On imagine tout de suite ce parfum floral, très puissant, vraiment unique. Bon, le mystère du miel est résolu, mais l'armoire à pharmacie de 1834 est un vrai cabinet de curiosité. Alors explorons quelques-uns de ces autres trésors oubliés. Prenons le natron. C'est un minéral, du carbonate de sodium. En 1834, on le dissolvait dans l'eau pour traiter ce qu'on appelait la gravelle, qui est en fait l'ancien nom des calculs rénaux. Un mot qui a disparu, mais pour un problème qui, lui, est toujours bien là. Ensuite, l'écorce du Pérou. Et là, attention, ce n'est pas n'importe quelle écorce, c'est celle du quinina, la plante qui nous a donné la quinine, une molécule qui a changé la médecine. Bon, en 1834, son usage était plus modeste en teinture contre les maux de dos. Et que dire du brimstone? Ce nom sonne un peu biblique, non? Eh bien, il désigne tout simplement le soufre. Et la recette? Une cuillerée dans du lait tous les matins pour soigner les hémorroïdes. C'est pour le moins surprenant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment on peut traduire une recette ancienne. Prenez ce sirop contre la toux, par exemple. Le texte original est un peu confus, mais si on le décompose, on retrouve une certaine logique. Une base de graines de lin, du sucre, de l'anis, du citron, et pour finir, une touche de rhum. Finalement, cette recette d'un autre temps nous semble presque familière. Mais au fond, pourquoi s'intéresser à ces vieux mots? Parce que cette petite enquête sur des remèdes oubliés, elle nous dit quelque chose de très important sur le lien entre la langue et le savoir. La préface de notre source l'exprime vraiment très bien. En changeant un mot, il est possible d'effacer son histoire ou son existence. C'est une idée très forte. Quand un mot disparaît, c'est tout un savoir qui peut devenir inaccessible. Et c'est ça le point le plus important. Des mots comme natron, brimstone ou liquide Narbonne, ce n'était pas du jargon de spécialistes, c'était le langage de tous les jours, les mots qu'on utilisait pour prendre soin de sa famille. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Combien d'autres savoirs comme cela se cachent sous nos yeux, dans les pages de vieux livres ou derrière des mots qu'on a juste oubliés, et qui n'attendent qu'une chose, qu'on vienne les redécouvrir?